Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au siège de la MNT, la Mutuelle nationale territoriale. Je suis Laura Ibanez, administratrice à la MNT. Et je suis ravie de faire aujourd'hui l'ouverture de cet espace de parole nécessaire et indispensable sur la santé des femmes, intitulé « Santé menstruelle, comment agir pour briser les tabous dans le monde professionnel ». La MNT s'engage sur la santé des femmes, tout naturellement parce que nous sommes une mutuelle qui protégeons les fonctionnaires territoriaux. Et dans les fonctionnaires territoriaux, 62% sont des femmes. Quand on va un peu plus en détail, on voit que dans certains postes, dans certains rôles, 90 à 100% de postes sont féminins, notamment dans les ATSEM, les auxiliaires de puériculture, les agents d'entretien, etc. Ce sont des postes qui demandent des gestes répétitifs, des rythmes très contraignants et pour lesquels l'espace physiologique est très faible. Et donc, ça crée des contraintes et des enjeux spécifiques des douleurs menstruelles, de l'endométriose, sur la péri- et ménopause, la charge mentale, etc., qui sont des notions qui ne sont pas ou très peu prises en compte dans les politiques des RH. L'Observatoire de la MNT, dans son cahier numéro 31, a fait une étude sur l'égalité hommes-femmes, dans laquelle il montre que la fonction publique territoriale s'est très peu adaptée au travail des femmes. On voit que les formations, les équipements de protection individuelle et les rythmes sont traités de façon très neutre et donc pas spécifiquement pour les femmes. Le résultat de ça, c'est un absentéisme, un retard de diagnostic sur certaines maladies, un mal-être de la femme, des renoncements aux soins, du désengagement et même parfois un renoncement à certains postes de responsabilité. La MNT n'est pas spectateur, mais acteur dans cette position de santé des femmes. Nous avons fait le choix d'ouvrir le dialogue, pas pour stigmatiser le corps des femmes, mais au contraire pour le reconnaître, l'accompagner et le traiter avec dignité. Nous avons une démarche humaine, sociale, politique et désormais mutualiste. Je remercie Anne-Cécile Maillefer d'animer ce moment de mise en lumière de la santé des femmes que la MNT porte au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici. Merci beaucoup à la MNT de m'avoir confié la chance d'être là, entourée de toutes ces femmes formidables avec qui nous allons donc parler de la santé menstruelle en entreprise. Et je suis vraiment ravie du coup d'ouvrir cette table ronde sur ce sujet aussi vaste qu'essentiel et qui demeure donc absolument entouré de silence et de tabous. Pour illustrer ce point, je voudrais commencer par un chiffre qui est issu d'un sondage qu'on avait mené à la Fondation des femmes avec Kantar en 2020, et qui expliquait que seuls 12% des femmes se voyaient parler de ménopause avec leur manager, et que seule une femme en couple sur deux en avait déjà parlé avec son ou sa partenaire. Ça signifie que même sur le territoire le plus intime que le couple, la question de la santé reproductive, de la santé menstruelle, qu'il s'agisse des règles ou de la ménopause, reste entourée de gênes, de non-dits et de tabous. Et ce silence, il interroge. Pourquoi, alors que la capacité à enfanter est au cœur de la vie des femmes et que les règles ou la ménopause sont des étapes physiologiques fondamentales, ces sujets restent si difficiles à aborder, même avec ceux qui partagent notre vie ou avec ceux avec qui on travaille tous les jours. Si on suit l'analyse de l'anthropologue Françoise Héritier, c'est précisément cette capacité à engendrer qui a fondé dans toutes les sociétés une hiérarchisation des sexes. Les femmes, porteuses de ce pouvoir, ont été aussi assignées à une position inférieure, leur corps et leur sexualité faisant l'objet d'un contrôle symbolique et réel. C'est ce qu'elle a appelé, Françoise Héritier, la valence différentielle des sexes. Et ça s'est traduit par un mépris, voire une dévalorisation de tout ce qui est féminin, et les règles, évidemment, en premier lieu. Elles ont été longtemps considérées comme sales, la ménopause comme une fin honteuse de la féminité, et la santé menstruelle comme un domaine à cacher. On se souvient aussi que dans la Rome antique, par exemple, on pensait que le sang menstruel pouvait rendre la terre stérile. Ces croyances, elles ont la vie dure et elles continuent d'alimenter la précarité menstruelle, la honte, le silence et plus généralement les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc si on aborde aujourd'hui ces questions de règles, de précarité menstruelle, de ménopause, de santé reproductive, c'est pas pour parler de sujets anecdotiques, secondaires, qui ne concernent que quelques-unes.
c'est bien parler à toutes et à tous, c'est toucher au cœur même des rapports de pouvoir entre les sexes, aux racines des inégalités et à la façon dont la société considère ou invisibilise les besoins et les droits des femmes. C'est aussi et surtout une condition indispensable pour avancer vers l'égalité et au cœur de cette égalité, évidemment, l'égalité dans le monde professionnel. Alors nous aurons 2 temps d'échange aujourd'hui. Une première table ronde avec Caroline Depot, je vais y arriver, qui est en ligne avec nous ici, et Coralie Lopin, qui nous présenteront leurs études et avec qui on discutera de cet état des lieux sur la santé sexuelle, la santé menstruelle, et en particulier en entreprise en France. Et ensuite, une seconde table ronde qui nous permettra d'explorer comment ces sujets, justement, peuvent être abordés en collectivité, dans les collectivités, tant sur le plan individuel que collectif. Quelles pistes d'action on peut envisager avec Laura Ibanez à nouveau, que vous venez de voir, LUMNT, présidente de la Caisse d'assurance maladie du Doubs, Colline Jean, directrice de la prévention à la MNT, Maude Leblond, directrice de règles élémentaires, Chloé Bonnet, directrice générale et cofondatrice de Liv, et Lara Ferry, chef de projet égalité professionnelle et qualité de vie au travail à la ville et Eurométropole de Strasbourg. Donc je remercie vraiment nos intervenantes, et vous allez voir la diversité de leur parcours, mais aussi de leur point de vue, vont permettre de faire émerger des échanges très riches et très vivants. Et j'espère que cette discussion vous permettra aussi de mesurer à quel point ces sujets sont actuels, concrets et riches en débats et en propositions. Alors déjà, pour commencer, la première table ronde, je vais poser quelques questions à Coralie Lopin, et puis ensuite, Caroline, j'essaierai aussi de faire une interview croisée, ce qui ne va pas être tout à fait simple, parce que vous êtes derrière moi. Coralie Lopin, donc vous êtes juriste diplômée en sciences politiques, entrepreneur sur les questions de bien-être. Vous dirigez une maison d'édition et des ateliers sur la question de la santé menstruelle, entre autres. Et donc, il me semble intéressant que vous puissiez nous aider à reposer un peu les choses. Qu'est-ce qu'on appelle justement santé menstruelle? Alors, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a posé une définition internationale, et c'est une définition internationale qui est très importante et qui intègre des tas de dimensions. Alors, expliquez-nous un petit peu comment l'OMS définit tout ça. Oui, merci. Effectivement, l'OMS nous donne une définition très intéressante, puisque l'OMS parle d'un état de bien-être qui est à la fois physique, mais aussi mental et social complet, et pas simplement l'absence de pathologie en lien avec le cycle menstruel. L'OMS nous dit également que cette santé menstruelle, elle concerne 7 des objectifs de développement durable, parmi lesquels, évidemment, la bonne santé, mais aussi l'égalité entre les sexes, l'éducation de qualité et le travail croissant et le travail décent, et la croissance économique qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc on voit que c'est un sujet qui est transversal, qui couvre de nombreux enjeux sociétaux, dont l'égalité entre les sexes et les droits humains. Et en 2022, l'OMS a appelé à ce que ce sujet ne soit plus traité comme une simple question d'hygiène, ce qui était le cas jusqu'alors, mais qu'on en parle réellement comme un sujet de santé publique et de droits humains. Donc on le voit, ce sujet, il concerne le monde du travail et il est crucial aujourd'hui. Alors il est crucial, mais il y a pourtant ce tabou qui reste extrêmement présent. Pourquoi, selon vous, il y a ce tabou en particulier dans le monde du travail, et quelles conséquences ça peut avoir justement sur la santé? Vous disiez toutes les dimensions de la santé menstruelle, sur la santé, par exemple, mentale, physique des femmes. Oui, alors ce tabou, il est universel et historique, vous l'avez rappelé. Il n'y a aujourd'hui pas un pays dans le monde où les femmes, et dès l'enfance, les petites filles n'ont pas honte d'avoir leurs règles. Et aujourd'hui, ce tabou, il est intrinsèquement lié à la méconnaissance du sujet. Méconnaissance de qui? Eh bien, en premier lieu, du milieu médical. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui nous dit qu'aujourd'hui, on a quelques exemples très concrets. On n'a pas de consensus scientifique sur ce qu'est un cycle menstruel normal. On ne sait pas, les scientifiques ne sont pas d'accord sur la question. Pourtant, le Collège américain des gynécologues nous dit que le cycle menstruel est le 5e signe vital pour une femme. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ont des signes vitaux que sont la respiration, la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Eh bien, les femmes ont un 5e signe vital qui est le cycle menstruel. Donc on voit bien que c'est un indicateur de santé globale important. Et pourtant, ce sujet est encore trop méconnu.
Pourquoi ? Eh bien parce que depuis toujours, les femelles ont été évincées de la recherche médicale en raison du cycle menstruel qui, justement, est une variable en plus par rapport au sexe de référence qui est le sexe masculin. Ça compliquait trop les études. Exactement. C'était trop compliqué. C'était trop compliqué, donc on a évincé les femelles. Donc on voit bien qu'on a encore aujourd'hui un problème de méconnaissance. Cette méconnaissance, elle touche aussi les principales intéressées que sont les femmes, puisque 44% des femmes connaissent mal ou pas du tout leur cycle menstruel. Et donc, a fortiori, les dirigeants, les managers, les responsables des ressources humaines connaissent mal le sujet. Et pourtant, ce sujet, il touche 15,5 millions de femmes en France, 800 millions de femmes dans le monde. Les sociologues nous disent aujourd'hui qu'on a moins un problème de connaissance, parce que, évidemment, la recherche scientifique avance, on a de plus en plus de connaissances sur la physiologie, mais plus un problème toujours de représentation, puisque le sang reste tabou et honteux et sale. Oui, c'est un impact aussi, le sang, mais aussi cette méconnaissance. C'est aussi ça qui a fait que beaucoup de femmes, et du coup je vais me tourner vers Caroline, sociologue en particulier de la douleur. Vous travaillez sur la prise en compte de la douleur, qu'elle soit féminine ou masculine. Et donc là, ce qu'on comprend sur ce tabou, sur cette méconnaissance, c'est une méconnaissance qui va du coup jusqu'à aussi faire qu'on n'a non seulement pas fait d'études sur un certain nombre de recherches médicales et scientifiques en incluant les femmes parce que c'était trop compliqué, mais aussi du coup non plus sur ce sujet des règles et en particulier de l'endométriose. Et donc là, ça me permet de vous poser cette question de la douleur menstruelle. Comment est-ce que sur cette prise en charge, parce que les règles ne sont pas forcément douloureuses, mais peuvent l'être, elles peuvent être très, très douloureuses. Vous qui travaillez sur la prise en compte de cette douleur, comment aussi vous voyez ce tabou dont parlait à l'instant Coralie, comment vous voyez ce tabou aussi se déployer sur les sujets de douleur des femmes et en particulier au niveau des règles? Alors, mon champ spécifique de recherche, c'est pas la douleur, hein, je tiens à le préciser, mais dans le cadre notamment des inégalités sociales de santé et de la santé des femmes, la douleur en fait partie, parce que en effet, il y a aujourd'hui un traitement de la douleur qui arrive de manière tardive par une considération un peu trop systématique de la santé des femmes par le biais de leur organe reproducteur. Donc forcément, les règles vont en faire partie, mais ça va intervenir beaucoup trop tardivement au moment où, entre guillemets, il y a un projet d'enfant, alors que finalement, les douleurs sont intervenues bien plus tôt. Et il y a une intériorisation des femmes de la douleur dès l'arrivée des règles, où globalement, il y a une intégration du fait que souffrir, c'est normal. Et c'est cette intégration-là qui est déjà problématique dès le départ, en fait, et qui fait que, au niveau de l'errance thérapeutique, on va avoir à la fois des jeunes femmes puis des femmes qui vont avoir tendance à minimiser cette douleur en la considérant comme normale, et des soignants qui ne sont pas différents du reste de la société et qui vont aussi considérer qu'un certain degré est normal. Et c'est là où je partage complètement ce qu'a dit aussi Madame Lopin sur le fait d'avoir à un moment des travaux qui permettent aussi d'évaluer des échelles de douleur, parce qu'en fait c'est toujours la problématique quand on parle des règles, les manifestations, les symptômes et les conséquences en termes de répercussions, notamment professionnelles, parce que c'est un des sujets qui est sur cette table ronde aujourd'hui. Et aujourd'hui un parent pauvre en termes de recherche, parce que on a fait beaucoup de progrès en termes d'intégration des femmes sur notamment la recherche sur le médicament, sur la recherche sur le travail, on n'y est pas du tout. La recherche se fait encore beaucoup sur plutôt des rapports avec des rapports masculins et pas un public féminin sur la recherche. Alors typiquement sur des sujets comme ça, on se doute bien que c'est plutôt le public féminin qui devrait être visé. Et du coup, Coralie, sur ces sujets de méconnaissance aussi, sur les sujets de douleur, c'est aussi un manque, un tabou, mais aussi un manque de formation, un manque de reconnaissance aussi pour les personnes qui sont concernées. Comment elles le vivent dans les entreprises ? Oui, bien sûr. Déjà, j'aimerais rappeler qu'une femme, une personne menstruée, a ses règles 40 ans de sa vie, à peu près entre ses 12 ans et ses 52 ans. Et ces 40 ans, elle les passe soit sur les bancs de l'école, soit au travail. Et aujourd'hui, les récentes études, dont celle de l'IFOP, nous disent que 44% des femmes ont déjà pris un arrêt de travail en raison de leur menstruation. Donc on voit bien que ces douleurs menstruelles
ont un impact sur l'assiduité, sur potentiellement l'efficacité aussi au travail. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que déjà dès l'école, une fille sur 2 a déjà manqué l'école en raison de ces règles. Donc c'est un problème qui est déjà là dès l'arrivée des règles et qui se perpétue. Donc on voit que les cycles menstruels peuvent être un obstacle à l'éducation, à la non-discrimination et également au travail, avec des conséquences donc, sur l'assiduité et l'efficacité. Quand on parle de douleurs menstruelles, on parle de quoi concrètement? Donc il y a je vais juste citer 3 maladies entre guillemets. L'endométriose, dont on parle beaucoup depuis ces dernières années, qui est une maladie chronique avec pour une femme sur 10 des douleurs handicapantes, incapacitantes. Le SOPK, donc il y a un syndrome des ovaires polykystiques qui, lui, c'est un ensemble de symptômes, mais qui peut avoir aussi des symptômes très invalidants. Et le SPM, dont on entend un peu plus parler, le syndrome prémenstruel, qui touche un tiers des femmes, avec 150 symptômes qui sont répertoriés et avec des conséquences sur la vie des salariés. On parle de fatigue chronique, qui sont souvent, je vais citer des symptômes qui peuvent être communs aux 3, des troubles neurologiques, ça peut être des vertiges, des migraines, on parle de douleurs lombaires, de troubles du sommeil, de troubles digestifs. Et on parle aussi de santé mentale, je vous l'ai dit en introduction, la santé menstruelle est intrinsèquement liée à la santé mentale, parce que toutes les femmes qui sont interrogées dans les enquêtes qualitatives disent qu'elles ont peur de cette baisse de la productivité et cette peur d'être stigmatisées. Donc il y a une charge mentale aussi qui est associée à ça, avec des risques professionnels, notamment sur l'évolution professionnelle. Il y a une femme sur 2 qui déclare qu'une femme sur 2 souffrant d'endométriose qui a déjà refusé une évolution professionnelle en raison de sa maladie. Donc les chiffres sont vraiment parlants. On parle de 50% de la population féminine. Donc voilà, donc ces douleurs, elles sont réelles et les effets sur le travail également. Et du coup, c'est ça qui a motivé, grâce à la pression aussi de la société civile, qui a motivé les parlementaires à s'en emparer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement de ces travaux parlementaires sur ce qu'on appelle le congé menstruel ? Tout à fait. Alors, il y a déjà eu... donc, le législateur s'en est saisi en 2023 avec 2 propositions de loi, une à l'Assemblée, une au Sénat. On a beaucoup entendu parler de l'arrêt menstruel. Il a beaucoup été médiatisé. Ça a eu de bon de faire parler aussi des règles dans la sphère publique. Mais il y avait d'autres mesures dans ces propositions de loi qui étaient très intéressantes et qui concernaient aussi la formation, la sensibilisation dans le monde du travail, mais aussi des personnes menstruées, donc des managers, des RH. Il y avait des propositions d'aménagement de poste également, d'aménagement du temps de travail autre qui peut être du télétravail, des aménagements des espaces aussi. Voilà, donc il y a plein de propositions qui ont été faites. Maintenant, 2 ans avant déjà le fait que le législateur s'en soit saisi, il y a de nombreuses organisations publiques, privées, des grandes entreprises, des petites organisations qui, de manière volontaire, ont mis en place des mesures pour améliorer la vie des personnes menstruées au travail. Alors, si on s'arrête un petit peu sur l'un des aspects le plus médiatisé, effectivement, de cette proposition de loi, c'était l'arrêt menstruel, qui a été présenté comme un congé menstruel. Effectivement, on est plutôt sur un arrêt qu'un congé. Je me tourne du coup maintenant vers Caroline, parce que Caroline, vous avez... qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de la manière dont ce sujet a été abordé par... certaines entreprises en amont, puis repris par les parlementaires. Est-ce que vous pensez que face à ces sujets-là, ces réponses qui ont été apportées étaient adéquates ? Alors oui et non, c'est-à-dire que le sujet que pose, en tout cas le fait de légiférer sur un congé menstruel, ça pose d'autres questions en termes d'acceptabilité et d'acceptabilité de la démarche vis-à-vis de la société aussi. C'est-à-dire que l'idée n'est pas du tout de dire que ça pose pas de problème justement d'avoir ces problématiques de santé-là. Ce qui pose problème, c'est plusieurs choses. C'est ce serait la première fois que on fait rentrer de manière subie la vie privée des femmes dans leur vie professionnelle. C'est-à-dire que il y a quand même un risque de stigmatisation assez importante si on se limite à cette approche-là, sur le fait de dire
d'assumer que tout le monde sait le jour où on a ses règles ou pas. Et ça, c'est vraiment une notion de partage de vie et d'intimité que normalement on ne partage pas, parce que c'est pour ça notamment qu'on a créé la médecine du travail. C'est pour que quand on a une problématique liée au travail qui va avoir un impact en matière de santé, c'est qu'on puisse le traiter avec le médecin du travail et qu'il puisse comme ça demander un aménagement de poste pour qu'on n'ait pas à avoir toutes les personnes qui soient au courant de fait. Si on fait sauter cette barrière-là, ça veut dire que non seulement on connaît votre cycle, mais potentiellement on saura aussi quand vous avez une grossesse, parce que vous aurez un arrêt de vos règles et un arrêt de vos congés. L'enjeu n'est pas pour moi de dire qu'il ne faut pas prendre en compte cette problématique de santé, mais plutôt de dire qu'il faudrait remettre la médecine du travail dans la boucle pour que ce soit elle qui sache les situations invalidantes, pour pouvoir permettre ce qui a été dit aussi, les ajustements de poste, les ergonomies de poste de travail, enfin tous les aménagements qui sont possibles en dehors des arrêts qui finalement, quand on s'intéresse à la problématique globale, sont le petit bout qui en effet est très médiatisé, mais qui ne fait pas l'essentiel du sujet. Et puis, ça pose des problèmes aussi d'acceptabilité vis-à-vis d'autres pathologies qui sont tout aussi légitimes. Hein. Moi, j'avais eu des débats avec d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres pathologies chroniques invalidantes et qui diraient pourquoi il y aurait un congé reconnu pour cette pathologie, alors qu'il n'y a pas une pathologie, pour cette situation, plutôt que d'autres. Pourquoi on ne le reconnaîtrait pas, et avec du coup aussi une acceptabilité difficile de la jante masculine, qu'il ne faut pas non plus l'oublier, parce que dans l'étude qui avait été faite, qui avait été transmise, on voit aussi qu'il y a une crainte assez importante, que je trouve assez légitime, des femmes, dans ces cas-là, d'avoir une stigmatisation de leurs collègues sur ce sujet-là. Et c'est vrai que là, il y a un enjeu à avoir. Pour moi, l'enjeu, il est de voir comment, au travail, on prend en compte la douleur au sens large, qui me semble vital et nécessaire, et quel que soit le motif de la douleur, en fait. Et donc pas forcément le réserver aux douleurs qui seraient liées à la menstruation, mais bien comment on rend compatible des postes de travail avec des situations qui génèrent de la douleur, des situations invalidantes. Merci. C'est d'autant plus intéressant que les entreprises sont de toute façon de facto impactées, qui est ces propositions pour le bien-être, on va dire, ou pas, y compris d'un point de vue économique. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces motivations-là aussi que pourraient avoir les entreprises d'aborder, de lever le tabou en entreprise sur ce sujet? C'est le gouvernement japonais, je crois, qui a calculé ça. Oui, tout à fait. Les douleurs associées au cycle menstruel, et plus largement, aujourd'hui on parle de cycle menstruel, mais la santé menstruelle, elle s'inscrit dans la santé globale des femmes. On pourrait parler de ménopause, on pourrait parler de santé reproductive, etc. Ces douleurs, elles représentent un manque à gagner pour les entreprises. Et le ministère de l'économie du Japon a chiffré ce coût économique pour les entreprises nippones dû aux douleurs menstruelles. Et ils ont évalué à 21 milliards d'euros de pertes annuelles. Et l'étude, elle concernait donc plus largement 4 milliards d'euros annuels pour les symptômes menstruels, et puis le reste, c'était pour la ménopause, les cancers féminins, les traitements contre l'infertilité. Et donc ces pertes, elles sont imputables à la fois aux absences, au départ, mais aussi à ce qu'ils appellent les mauvaises performances. On pourrait parler plutôt de présentéisme contraint malgré les douleurs. Alors, du coup, ça me fait penser à ce que vient de nous expliquer Caroline. Si on explique ça, c'est vrai qu'on peut en arriver à la conclusion qu'il vaut mieux embaucher des hommes. Du coup, quelles sont les bonnes pratiques et les exemples d'entreprises qui ont mis en place des mesures efficaces pour accompagner, pour faire en sorte que les femmes puissent être dans de bonnes conditions lorsqu'elles travaillent, et que ça puisse, du coup, y compris pour ces entreprises-là, avoir également en quelque sorte atténuer aussi les pertes économiques que ça peut engendrer? Oui, justement, au Japon, en 2024, il y a une centaine d'entreprises qui ont mis en place des ateliers de discussion sur la gestion des douleurs menstruelles. Donc, cette sensibilisation, elle peut prendre la forme de temps de parole mixtes, notamment,
de journées de sensibilisation. Il y a de nombreuses entreprises qui sensibilisent leurs équipes. Il y a aussi la mairie de Saint-Ouen qui avait mis en place cet arrêt menstruel, qui a mis en place des permanences mensuelles pour parler du sujet. On peut imaginer la nomination de référents en matière d'égalité homme-femme qui seraient formés sur ces sujets. Et après, on a de nombreux aménagements logistiques qui sont mis en place par les entreprises, notamment, ça peut passer par des dispositifs assez simples de mise à disposition de protection menstruelle gratuite. Ça peut passer par la mise à disposition de bouillottes, ou encore le recours au télétravail. Là, la Maïf a signé un accord diversité-inclusion qui prévoit une semaine de télétravail pour les employés en accord avec le manager en cas d'inconfort ponctuel dont font partie les menstruations. Et donc pour finir, avant de passer aux questions si elles existent et à la prochaine table ronde, donc question pour vous deux. Vous l'avez juste tout rapidement là abordé, Coralie, mais comment est-ce qu'on peut... Il y a ces inégalités femmes-hommes et elles se surajoutent ou elles se complètent aussi d'autres types d'inégalités, et en particulier en ce qui concerne les femmes les plus précaires. Est-ce qu'il y a aussi, à votre avis, des choses, parce que par exemple le télétravail, malheureusement, ne concerne pas toutes les femmes et tous les emplois, et on sait bien que les femmes sont majoritaires dans les emplois qui sont des emplois de soins, de services, qui sont difficilement télétravaillables. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi sur la santé menstruelle pour les femmes les plus précaires, et peut-être dans des emplois aussi dans lesquels ce tabou il est peut-être plus fort et aussi plus difficilement... quelles pourraient être aussi les solutions dans ce genre d'emploi? Oui, effectivement, les secteurs comme le soin, l'aide à la personne, le ménage, on sait qu'ils sont largement féminisés et ils ne sont pas télétravaillables. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas une réponse toute faite. C'est plutôt à l'entreprise à adapter aux particularités de ses employés. Et je pense qu'on verra des exemples tout à l'heure assez probants. Et maintenant, la seule chose sur laquelle j'insisterai, c'est... de toute façon, aucun aménagement ne sera pérenne sans sensibilisation et sans accompagnement. Et l'éducation, la formation, ça sera toujours la pierre angulaire pour faire avancer les choses sur le sujet. Et du coup, vous, Caroline ? Je souscris parfaitement à ce qui a été dit, notamment sur la partie formation, sensibilisation de l'ensemble de la société sur la connaissance du corps des femmes et des hommes, et par les femmes et par les hommes, parce que sinon, en effet, on ne parle pas le même langage et on peut pas se comprendre. Et c'est un enjeu. Pendant une période, il y a eu beaucoup de discussions en parlant justement de congés menstruels. Je pense qu'arrêt maladie menstruelle, par exemple, c'est déjà autre chose, parce que tout de suite, dans l'imaginaire collectif, c'était des congés supplémentaires qu'on allait donner aux femmes, avec une connotation assez péjorative qui était associée. Ce que moi, j'aurais envie de partager, c'est de faire attention dans l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions, en fait, et l'enjeu, il est aussi, en effet, de ne pas faire une lutte des classes indirecte, c'est-à-dire de finalement avoir des systèmes qui entraînent des dispositifs qui sont accessibles qu'aux catégories les plus favorisées parce qu'elles ont un système de travail qui leur permet cette compensation-là. Et puis, pour moi, le deuxième enjeu, il est de faire attention. Vous disiez que ça avait un impact important sur la santé mentale, ce que je partage. On sait aussi que la santé mentale des femmes est mise à rude épreuve pour plusieurs raisons. Et le fait aussi de dire, il y a un moment, on va accompagner le cycle et on va permettre de ne pas travailler quand on souffre, c'est bien. Après, je suis toujours craintive quand on dit on va tout aménager pour qu'elles permettent de toujours mieux travailler et plus travailler, parce que si à un moment on ne va pas bien et qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas travailler, que ce soit en télétravail ou dans d'autres conditions, et que ça, il faut pouvoir entendre qu'il y a des fois, il y a des arrêts de travail qui sont nécessaires, et donc il faut pouvoir prévoir leur remplacement tout court, parce que sinon, on augmente la charge mentale, on augmente la souffrance psychologique qui est associée à une situation qui est déjà pas choisie.
Et du coup, on est un peu sur une double peine, à la fois physique et psychologique, et qu'il faut aussi prendre en compte. Et j'ai un peu peur de ça parfois dans tous ces dispositifs qui sont bienveillants, hein. Je ne remets pas en cause la bienveillance de ces dispositifs-là, mais qui peuvent avoir cet effet retors de culpabiliser les femmes qui pourraient ne pas être performantes alors qu'on met en place toute une série de dispositifs pour elles. Enfin, voilà. Ok, bah merci beaucoup. Merci, mesdames. Donc cette table ronde, l'idée de cette table ronde, c'est de permettre de se concentrer aussi sur, pour prolonger un peu ce qu'on a dit dans cette première table ronde, de la prolonger avec vous, mutuelles, collectivités, associations et solutions aussi pour les entreprises et les collectivités, et voir avec vous comment l'AMNT a souhaité, pourquoi et comment l'AMNT a souhaité faire de ce sujet de la santé menstruelle un sujet de débat public, et en particulier du coup d'aborder ces sujets auprès de vos principaux partenaires qui sont les collectivités territoriales. Oui. Alors, oui, ça fonctionne. Nous avons démarré en 2024, juillet 2024, par l'édition d'un cahier sur l'égalité homme-femme. Ce cahier est téléchargeable sur le site MNT. Vous pouvez le demander aussi en version papier si vous le souhaitez, dans lequel il y a des constats accablants sur comment la fonction publique a évolué et comment elle a évolué sans prendre en compte le corps des femmes. Donc ça, c'était déjà un premier constat. Et on y retrouve également des retards de diagnostic. Pas seulement, on ne parle pas que de santé menstruelle, on parle vraiment des retards de diagnostic, par exemple, sur les AVC ou les infarctus, puisqu'il y a des symptômes différents aussi chez les femmes. Donc on voit, ce cahier montre qu'il y a vraiment des angles et des biais à corriger. Évidemment, il y a un vide complètement abyssal dans le débat public. La parole est complètement, extrêmement rare dans les collectivités territoriales, mais dans la société en général. Les collectivités ne font pas exception. Il y a un grand silence sur les pathologies, mais qui n'est pas une pathologie, la condition féminine, tout simplement. Et l'organisation de travail ne permet pas de cadre ni de vocabulaire sur la sensation, les ressentis des femmes à certains moments. La fatigue morale, l'isolement, etc., c'est des questions qui restent intériorisées et qui ne font pas partie du débat. Donc, il faut qu'on développe la culture de l'écoute, et nous avons quelques exemples en la matière. Il y a des collectivités pionnières, donc Strasbourg présentera tout à l'heure ces actions, mais on a Toulouse, Cergy-Pontoise, c'est des collectivités qui essayent de mettre en place des actions, non seulement des congés, mais aussi d'autres actions, mais qui aujourd'hui se voient dans un flux juridique, dans une grosse difficulté, puisque leurs décisions sont cassées par les préfectures. Ils sont portés au référé dans les tribunaux administratifs, qui n'a pas pour l'instant de vraies décisions là-dessus, puisque justement il y a un flou juridique. Et pour cause, nous avons la loi du 13 juillet 83, dans son article 21, qui définit le contour des autorisations spéciales d'absence, qui indique un décret dans lequel préciser les conditions d'octroi. Mais ce décret, je vous mets au défi de le trouver, parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Donc, peut-être qu'il existe, mais on peut en douter. En tout cas, il n'est pas facile à trouver. Et on peut, s'il existe, on peut le modifier justement pour accorder cette facilité d'absence ou de traitement ponctuel sur les femmes. Alors du coup, on pourra discuter tout à l'heure avec Lara Ferry de la manière dont ça s'est passé à Strasbourg et comment vous contournez ou comment vous affrontez ces difficultés juridiques.
Ou alors on peut en parler tout de suite, ou je ne voulais pas vous couper. J'ai juste 2 petites notions que je souhaite continuer avant de passer la parole à mes collègues, bien évidemment. Juste dire que souvent les DRH sont partants pour faire des actions, mais que justement par rapport à ce flux juridique, on se retrouve avec devant un mur. Parfois, il y a aussi un manque de soutien politique, donc c'est important aussi de convaincre nos élus de l'importance justement de prendre en compte la santé des femmes. Et c'est là que la MNT prend un rôle vraiment prépondérant par les études, mais aussi pour accompagner les élus. Et quelque part aussi, j'ai envie de dire, ça fait partie de l'attractivité de la fonction publique, puisqu'aujourd'hui on parle notamment de ce manque d'attractivité. Donc le fait que certaines collectivités s'engagent sur la santé des femmes peut permettre une facilité de recrutement. En tout cas, on aurait envie d'aller dans certaines collectivités qui mettent en place ces genres d'actions. Je finis par 2 petits sujets et je passe la parole. Juste dire que ce n'est pas des choses ponctuelles, c'est pas, les règles durent 40 ans, donc c'est pas rien. Mais après les règles, il y a l'absence de règles, donc la période de ménopause, qui dure 7 ans avant d'être vraiment diagnostiquée ménopausée cliniquement, et pour laquelle il y a 34 symptômes répertoriés qui sont très méconnus, pour lesquels on n'en parle pas. On parle des 3 symptômes les plus connus, les bouffées de chaleur, la prise de poids, etc. Mais il y en a 34 répertoriés qui impactent directement le travail. La fatigue, l'irritabilité, le manque de concentration, etc. en font partie. Et ces symptômes ne sont pas du tout intégrés dans les politiques de prévention. C'est là aussi que la MNT on peut accompagner les collectivités. C'est des sujets qui sont jugés intimes, mais il faut à un moment donné qu'on en parle pour pouvoir faire avancer les choses. On peut normaliser le débat, c'est ce qu'on fait ce soir et j'en suis ravie, mais aussi on peut accompagner les encadrants. Et juste finir par dire que justement cette soirée s'accompagne, est née à partir d'une lettre d'une agente territoriale qu'elle a fait à ses règles. Donc elle a mis des mots sur sa douleur, sur son état, bien que temporaire, régulier et fréquent. Donc c'est un texte qui a été reproduit en vidéo, et on va passer tout à l'heure, qui se présente la veille de la Journée mondiale de la santé menstruelle. Et on a voulu quelque chose de fort pour casser ce silence institutionnel. Et on lance la vidéo. À toi et ta présence que je chéris, dont je sais combien elle est importante. Sans toi, j'aurais l'impression qu'il y a un problème en moi. Tu es indispensable, et pourtant je te déteste. Tu me donnes des maux de ventre terribles. Je sais que je suis une femme forte, mais quand je dois tout faire avec toi, comme si de rien n'était, la tête haute, la main sur le ventre, tiraillée, c'est comme avoir sur sa route des obstacles invisibles. Et si on ne les voit pas, alors pour les autres, ils n'existent pas. Au boulot, c'est dur, car je n'ose pas parler de toi. On me dit que c'est intime, que ça ne regarde que moi. Moi, ce que j'entends, c'est que personne ne me comprend. Pourtant, je sais que je ne suis pas seule à souffrir, à supporter. Je le sais, mais c'est trop personnel, il paraît. Alors je serre les dents et je travaille. En silence et dans la douleur, je bosse. J'avance. Je souris aussi. Pour que personne ne devine. Pour que personne ne sache. Après tout, ce n'est que la moitié du temps. Encore quelques jours et ça ira mieux. Encore quelques jours et ça ira mieux. Encore quelques jours et ça ira mieux. Jusqu'au mois prochain. Merci beaucoup. Merci Laura. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est je me tourne vers Maude Leblond, directrice de Règles élémentaires, pour discuter avec toi. Règles que tu nous expliques. Pourquoi Règles élémentaires? Et puis, qu'est-ce que ça te fait parce que Règles élémentaires, c'est quand même une association
qui est maintenant historique, on peut dire, qui, lorsqu'elle a été créée, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ce genre de clip, il n'y avait pas les entreprises qui s'engageaient, il n'y avait pas ce débat qui allait jusqu'à l'Assemblée nationale pour parler des règles. Est-ce que tu peux nous redire un peu voilà, d'où vient Règles élémentaires et, voilà, est-ce que ça te fait quand tu te rends compte que la société s'en empare? Oui, alors normalement, moi, je suis un peu la ronchon des tables rondes, mais là, je dois quand même dire que c'est important aussi de regarder tout le chemin parcouru. Anne-Cécile, tu le dis, l'association, elle a 10 ans, Règles élémentaires, et alors, c'est pas tant pour fêter bientôt l'anniversaire de l'association que pour se rendre compte qu'en 10 ans, les choses ont vraiment énormément évolué sur ce sujet, même si, et je pense qu'on y viendra, il reste encore énorme à faire. En tout cas, il y a 10 ans, ces sujets, ils étaient juste inexistants. Alors, ça ne veut évidemment pas dire qu'il n'existait pas pour les personnes qui les vivaient, hein, bien entendu. C'était pareil, probablement même pire quand on ne voit pas reconnu sa souffrance ou ses problèmes. Mais en tout cas, vraiment, le sujet des règles dans l'absolu, de la précarité menstruelle, de la santé menstruelle, et encore plus de la santé menstruelle en travail, c'était vraiment des sujets inconnus, et je dirais même plus qu'inconnus, qui n'étaient pas dignes d'intérêt. Je pense que ce qui a changé aussi dans ces 10 dernières années, même s'il manque encore beaucoup de données, on en a donné quelques-unes là, et on essaye d'en créer tous autour de la table de plus en plus, mais il manque encore beaucoup d'informations, ce qui parfois fait aussi le jeu des personnes qui peuvent penser que c'est des sujets justement intimes ou peu intéressants. Donc on doit s'atteler encore à créer ces informations et ces données, mais la réalité, c'est que le sujet évolue et que surtout de plus en plus d'acteurs et d'actrices différents, de différents horizons se sont emparés. Donc là, on va parler principalement des collectivités, mais il y a aussi évidemment les entreprises, et j'ai envie de dire même les pouvoirs publics, et encore surtout les citoyens, les citoyennes. Et je pense que c'est d'ailleurs cette force un peu de la société civile qui a poussé aussi pour que ces sujets soient reconnus. En tout cas, nous, donc juste Règles élémentaires, donc on est une association qui ne parlons que de règles. Notre objectif, c'est de faire que les personnes qui ont leurs règles aient une vie plus douce et meilleure à terme. Et pour ça, on a plusieurs axes. On lutte principalement contre la précarité menstruelle, donc le fait de ne pas avoir accès à suffisamment de protection périodique pendant ces règles. Mais on travaille aussi à généraliser l'éducation menstruelle. Donc on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure dans la première table ronde, le fait de connaître, de savoir, de comprendre, c'est très important. Et nous, on pense que ça devrait être un enseignement obligatoire pour tous nos enfants. Et heureusement, sachez-le, depuis la fin de l'année, c'est entré dans les programmes scolaires. Donc normalement, à partir de septembre, tous les enfants français auront accès à cette éducation si les choses sont mises en place. Non, on doute un peu de la mise en place, mais dans les faits, le chemin est déjà avancé. Et par ailleurs, on forme et on informe sur ces thématiques. Donc on informe le grand public avec des logiques un peu de campagne, on veut dire, et de sensibilisation très large dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mais on forme aussi les professionnels, que ce soit des professionnels de l'accompagnement médico-social ou des employeurs, notamment dans les entreprises, et aussi des professionnels de l'enseignement, donc notamment des enseignants et des enseignantes qui interviennent, elles et eux, dans les établissements scolaires. Donc j'ai oublié complètement la question, mais oui, les choses évoluent. C'était tout à fait voilà la question. Et si on peut resserrer un petit peu sur ce que vous faites avec la MNT, grâce au soutien de la MNT, est-ce que vous avez des idées d'action, de projets, en particulier en direction des... Ah pardon. En direction des... Pardon, c'est vrai que c'est une petite salle, mais qu'il y a des gens en ligne, c'est ça. MNT, soutien, projet, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, nous, on a toujours plein de projets. L'idée, c'est de pouvoir accompagner encore plus, du coup, les collectivités locales sur ces thématiques. On en a cité quelques-unes, mais moi, je voudrais quand même noter l'engagement quand même un peu sans faille des collectivités locales sur le sujet, malgré ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire notamment les empêcheurs et empêcheuses de tourner en rond, parce qu'il y a aussi des femmes qui mettent des bâtons dans les roues sur ces sujets, ce qui me questionne beaucoup, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, donc les collectivités locales sont très engagées à plusieurs niveaux. On a cité celles qui avaient engagé des dispositifs type congé menstruel qui sont assez variables, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui sont mises en place aussi pour les administrés, entre guillemets, et à tous les échelons, que ce soit les régions, les départements, les collectivités, etc. Et vraiment, c'est assez impressionnant de les constater. Moi-même, je n'ai pas du tout la vision globale de ce qui se fait.
Et voilà, et tout ça, c'est assez spontané en fait, et c'est là où c'est assez intéressant. Autant il y a eu des engagements de l'État qui ont été pris, des lois, on en a parlé, ou des décrets qui ont été modifiés pour mieux prendre en compte ces enjeux. Mais en fait, on voit que c'est les collectivités vraiment qui se saisissent. Donc on voit que c'est un peu par capillarité, et c'est là où nous on se dit que vraiment les mentalités sont en train de changer sur ces thématiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu gagné. Donc en tout cas, pour revenir à la question, nous l'objectif c'est de pouvoir accompagner ces collectivités au mieux. On le fait de différentes manières. On le fait évidemment en logique de formation, notamment dans le cadre de la mise en place de ces congés menstruels ou dispositifs pour les agents et les agentes. Mais on le fait aussi pour permettre aux collectivités de s'engager encore plus sur ces sujets et de pouvoir réfléchir et travailler à concrètement améliorer du coup la vie des personnes qui ont leurs règles sur leur territoire. Et pour ça, par exemple, on a sorti très récemment un projet qui s'appelle Régla, qui est une application qui géolocalise les protections périodiques mises à disposition gratuitement, principalement par les collectivités, même si l'objectif, c'est que tout le monde puisse s'en saisir, y compris des acteurs privés. Nous, notre objectif avec ça, c'est évidemment que les protections périodiques soient disponibles, mais c'est aussi de pouvoir accompagner les collectivités dans ces démarches-là, de visibiliser leur action et de valoriser, in fine, l'engagement qu'ils et elles ont sur ces thématiques. Alors, je me tourne vers Colline Jean, qui est donc directrice de la prévention à l'AMNT. Vous avez, comme le vient de dire Maud Leblond, donc vous avez ce partenariat avec Règles élémentaires. Il y a cette campagne. Ce sont des outils pour vous de sensibilisation, de prévention. Comment est-ce que vous abordez ces sujets et comment est-ce que vous avez prévu de les mettre en œuvre avec les collectivités? Sur cette campagne participative, c'est vrai que c'est pour nous symbolique, et ça montre l'intérêt qu'on a pour le sujet, puisqu'en effet, il y a 10% de l'investissement publicitaire qui va être reversé à Règles élémentaires. Mais au-delà de cette action, on essaie d'être vraiment dans des actions concrètes. On a parlé de santé mentale et de la douleur. On rend disponible des parcours de gestion de la douleur ou de santé mentale pour tous nos adhérents et donc nos adhérentes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a dit, il y a certaines problématiques qui ne sont pas des pathologies. Donc si on le fléchait par rapport vraiment aux problématiques menstruelles, ce ne serait pas identifié par les femmes. Là, on l'identifie pour toutes les personnes qui ont des douleurs chroniques, des problèmes de sommeil ou de santé mentale. Ça permet d'accompagner vraiment nos adhérentes dans ces moments-là, par rapport à leur santé menstruelle, et avant même parfois qu'elles soient au courant qu'elles ont une pathologie et qu'elles sont atteintes de SOPK, d'endométriose. C'est ça qu'on trouve intéressant, c'est vraiment concret. On travaille avec le partenaire Vivoptime qui construit ces parcours pour tous et qui est en capacité d'identifier ce qui peut faire du bien, parce qu'on a parlé aussi d'errance diagnostique, mais après il y a de l'errance aussi thérapeutique. Et donc, ces parcours permettent vraiment de s'adapter à nos adhérentes. On a aussi un partenaire, Maya, qui permet de faire des téléconsultations à distance. Et donc là, on entend souvent parler de ces acteurs de la téléconsultation pour les sujets des déserts médicaux, mais c'est aussi intéressant pour le sujet de l'intimité. Parce que parfois, on n'a pas envie de sortir de chez soi à certains moments. Et là, on peut être mis en relation avec des gynécologues, des sages-femmes, de chez soi. Et parfois, on est plus à l'aise. Donc, c'est aussi un outil qui permet de répondre à cette problématique. Et si on se cible plus sur l'endométriose, et on nous parlera de Liv tout à l'heure, mais là, on s'est engagé suite à des actions qui ont été menées par un de nos partenaires. Et depuis janvier 2025, nos médecins conseils sont en capacité de proposer un accompagnement de 6 mois aux femmes en arrêt de travail. Parce qu'on l'a dit, ça peut être la cause d'arrêt de travail ou aussi un frein à la reprise. Et notre objectif, c'est quand on l'identifie, de pouvoir les accompagner à notre niveau et de pouvoir les aider à trouver des solutions. Merci beaucoup. Alors justement, vous avez cité Liv, donc, et donc je me tourne vers Liv, vers Chloé Bonnet. Chloé Bonnet, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est Liv et comment vous accompagnez les femmes touchées par l'endométriose? Qu'est-ce que c'est cette solution que vous proposez? Alors Liv, c'est une application à visée thérapeutique, donc c'est aujourd'hui une application mobile. Et nous, on s'intéresse à l'errance post-diagnostique ou l'errance thérapeutique dont on vient de parler,
C'est-à-dire qu'en endométriose, on a 10 ans d'errance en moyenne, hein, des premières douleurs jusqu'au moment du diagnostic, qui est voilà, la première partie du parcours. Et ensuite, on n'a pas de solution curative. Donc on apprend souvent au moment du diagnostic qu'on n'est pas folle, parce que c'est ce qu'on a pu entendre par ailleurs dans le parcours, ou que ça ne vient pas de notre lignée de femmes, etc. Enfin, on entend des choses assez ésotériques sur le sujet. Mais c'est aussi un soulagement, le diagnostic, qui est assez éphémère, parce qu'on apprend aussi qu'on n'est pas folle, il y a un mot pour nos mots, mais qu'il va falloir vivre et composer avec cette pathologie, sachant que la moyenne d'âge du diagnostic, aujourd'hui, c'est 27 ans. Donc ça fait quand même un bon bout de chemin, et en général, on s'entend dire au passage que ça passera à la ménopause, ce qui n'est pas tout à fait vrai en plus scientifiquement. Et voilà, à 27 ans, s'entendre dire que ça passera à la ménopause, ce n'est pas du tout satisfaisant dans le parcours. Mais il y a des solutions qui existent, évidemment, même s'il n'y a pas de traitement miracle, il y a des solutions qui existent. Et donc nous, on a voulu travailler avec des centres experts d'endométriose qui proposaient des soins de support. On en parle beaucoup en oncologie, dans le cancer, mais beaucoup moins en santé menstruelle, pour améliorer la qualité de vie. Donc c'est des méthodes qui sont de l'alimentation anti-inflammatoire, qui sont assez exigeantes, on ne va pas se mentir, hein, des thérapies comportementales et cognitives, des gestions de la douleur, tout ce qui va être aussi lié à la sexologie. C'est une maladie pour laquelle il y a des douleurs avant, pendant et après les rapports sexuels, et de l'infertilité. Donc on voit bien l'injonction paradoxale sur les patientes et des symptômes qui sont très peu pris en charge et très peu même décrits au corps médical, qui n'en entend pas parler parce qu'en fait les patientes n'en parlent jamais. Et enfin, tout ce qui va être activité physique adaptée, c'est une maladie qui touche les tissus, il faut bouger, il faut continuer à bouger malgré la douleur, ce qui est quand même aussi une injonction très compliquée. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que ces centres experts, ils ont des programmes d'éducation thérapeutique qui sont très bien faits sous forme d'ateliers sur quelques jours, mais après la patiente rentre chez elle. Et on a des très longs temps entre les différents rendez-vous, évidemment. Donc nous, on intervient en complément du parcours de soins pour permettre à chacune d'avoir ces méthodes dans sa poche et de pouvoir améliorer sa qualité de vie et diminuer ses symptômes. Ça, c'est les deux points d'impact fondamentaux qu'on étudie aussi à travers nos études scientifiques. Mais on entend bien dans ce que vous dites les impacts que ça peut avoir sur le quotidien professionnel. Et du coup, est-ce que vous faites aussi, ou est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant aussi d'avoir ça, et en particulier dans les collectivités, puisque c'est de ça dont on parle ce soir, des actions de sensibilisation qui pourraient être efficaces par rapport aux employeurs, aux managers. Est-ce que ça, vous faites des choses là-dessus? Alors aujourd'hui, nous, notre cible, c'est d'accéder à un remboursement et une prise en charge par l'assurance maladie pour être vraiment pleinement intégré dans le parcours de soins et accessible à toutes. En attendant ce parcours, on travaille avec des mutuelles et notamment la MNT pour une prise en charge anticipée de notre solution et pouvoir la proposer aux adhérentes. On travaille aussi avec des entreprises, des organisations privées. Et effectivement, quand on déploie, il ne suffit pas de dire on va déployer la solution Liv dans l'organisation. Il faut former, sensibiliser et déployer. Là où on insiste, nous, c'est quand même sur le déploiement. Alors évidemment, on est jugé partie, on a une solution qu'on peut mettre dans la main du plus grand nombre de femmes, mais c'est aussi d'aller au-delà du webinaire de sensibilisation. Si je caricature, très souvent, on dit nous, cette année, on ne parlera pas du sujet parce qu'on a déjà fait un webinaire de sensibilisation. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus audible. On peut aller plus loin, on peut former la médecine du travail, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un point clé. Pareil sur le congé menstruel, les entreprises disent non, nous, on ne fait pas plus, on a déjà fait le congé menstruel. Alors que quand on travaille avec des partenaires qui ont mis en place on ne dit plus congé menstruel, en plus on a dit, ces autorisations d'absence exceptionnelles, on se rend bien compte qu'en fait, on ne peut pas s'arrêter à l'absence. Il faut aussi qu'on propose des solutions concrètes parce qu'en fait, nous, en tout cas, notre point de vue côté patiente, c'est que les femmes veulent retourner au travail. L'idée, c'est pas d'être seule chez soi en train d'être pliée en deux. C'est d'avoir aussi une qualité de vie qui s'améliore
et un poste de travail qui est aménagé aussi, qui va avec, et de pouvoir travailler. C'est quand même très désocialisant de se dire qu'en fait, la seule solution qu'on a trouvée, c'est que plusieurs jours par mois, on va être seul chez soi. Ça ne suffit pas, au-delà, en plus de ce dont on a parlé sur la stigmatisation que ça peut engendrer. Je ne sais plus. Oui, très bien. Merci beaucoup. Et du coup, je termine là ce premier tour de parole par Lara Ferry. C'est un peu notre star ce soir, puisque c'est une collectivité. Et on s'intéresse à vous, on parle de vous, donc dites-nous tout. Donc de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Si vous êtes là, c'est parce que Strasbourg a mis en place un plan dédié à la santé menstruelle pour ses 7000 agents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous êtes lancé Eurométropole de Strasbourg dans le fait de réaliser un plan sur la santé menstruelle, et puis en quoi ça a consisté? Oui, alors la ville et l'Eurométropole de Strasbourg sont fortement engagés depuis des années pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Au-delà de ça, les élus ont souhaité s'investir en faveur de la santé féminine. Tout simplement, Coralie Lopin le disait tout à l'heure, 44% des femmes ont déjà été contraintes de manquer le travail en raison de leurs règles. On peut ajouter que 53% des salariés menstrués ont des règles douloureuses et 35% déclarent que leurs règles ont un impact négatif sur le travail. Donc on ne peut pas ignorer ces statistiques, et donc les élus ont souhaité fortement s'engager. En l'absence de cadre réglementaire, comme le rappelait Laura Ibanez tout à l'heure, ils ont quand même délibéré, donc pris une délibération pour instaurer un dispositif qui ne s'arrête pas à un congé menstruel, mais qui est effectivement plus large. Et le but, c'est d'accompagner les femmes au travail, dans la prise en compte de leurs pathologies, de leurs symptômes. Donc c'est un dispositif qui a été construit après par engrenage auprès d'autres collectivités, puisqu'il y avait d'autres collectivités qui étaient précurseuses en la matière. Comme il n'y a pas de cadre réglementaire, il y a autant de dispositifs que de collectivités. Chacun fait un peu à sa sauce en fonction du contexte local aussi. Et du coup aussi, après de longs échanges avec des médecins, avec des gynécologues, puisque là on parle d'un sujet, on travaille ça au niveau de la DRH, mais on parle d'un sujet médical. Donc il a fallu bien comprendre de quoi on parle, de bien échanger avec des gynécologues spécialistes, et aussi de co-construire avec la médecine du travail. Donc là, on en parlait aussi tout à l'heure. C'était Caroline Depeau qui mettait l'accent sur le rôle de la médecine du travail. Mais aussi, on a sollicité les associations féministes locales, les organisations syndicales et la mission droits des femmes, on a localement aussi. Et donc, finalement, on poursuit plusieurs objectifs. Le premier, c'est de garantir autant que possible la continuité d'activité des femmes au travail. Parce que le but, ce n'est pas d'écarter les femmes lorsqu'elles ont leurs règles ou des douleurs. On sait très bien que l'absence sur le lieu de travail a des impacts sur le déroulement de carrière. Donc ce serait la double peine. Donc on va agir à différents niveaux. On va essayer d'améliorer concrètement des conditions de travail, que ce soit d'un point de vue matériel. Alors, c'est pas très sexy, mais ça commence par vérifier que toutes les femmes aient accès à des sanitaires. Je pense aux agentes qui travaillent sur le terrain, la police municipale, etc. Donc déjà, ça, c'est un travail qu'on mène avec les préventeurs de la collectivité. Et puis ensuite, ce sont des choses assez simples comme fournir des fauteuils de repos ou des bouillottes pour permettre aux agentes de prendre un repos, etc. Et puis également des modulations des conditions de travail, des adaptations horaires. Donc vous disiez tout à l'heure, il y a des postes qui sont télétravaillables. Donc évidemment, là, on permet de déroger aux conditions habituelles de télétravail en offrant des jours supplémentaires. Mais pour les agentes qui n'ont pas de possibilité de télétravail, il y a aussi des adaptations horaires possibles. Par exemple, retarder la prise de poste le matin, etc.
Donc ça, c'est le premier objectif. Ensuite, le deuxième niveau du dispositif, c'est mettre en œuvre un congé de santé gynécologique. Certaines fois, en effet, les pathologies ou les symptômes sont incapacitants. Et là, il s'agit de situations où, avant, les femmes se mettaient en arrêt maladie, donc avec la conséquence d'une retenue financière sur leur traitement, sur leur salaire, et aussi le fait de devoir quand même sortir de chez soi, aller chez le médecin pour avoir un arrêt. Voilà, donc c'est quand même contraignant également quand on a des fortes douleurs qui imposent le repos à la maison. Et donc là, on a mis en place une procédure. Donc l'agente va prendre un rendez-vous chez un spécialiste, gynécologue ou sage-femme. Donc on a souhaité orienter impérativement vers un spécialiste pour faciliter aussi les diagnostics. Donc c'est incitatif en fait, c'est pour que les agentes consultent un spécialiste. Et ensuite va aller avec les éléments d'ordre médical à la médecine du travail qui va faire le lien entre l'aspect médical et le poste occupé par l'agente. Et donc le médecin du travail va pouvoir délivrer un certificat qui est valable 2 ans et que l'agente pourra utiliser comme elle le souhaite. Donc chez nous, c'est 13 jours par an et que la personne peut utiliser comme elle le souhaite. Voilà. La médecine du travail peut aussi préconiser des aménagements de poste. Et le troisième niveau, donc c'est un niveau très important, c'est la condition pour que tout cela fonctionne, c'est une campagne de communication, de la prévention, de la sensibilisation. Donc nous, à Strasbourg, on a mis l'accent sur la formation des managers. Donc on a formé à peu près 500 encadrants et encadrantes. Une formation qu'on a montée vraiment spécifiquement sur ce sujet avec le partenariat du CNFPT, avec une première partie de conférence d'un ou une gynécologue qui explique concrètement les impacts au travail de la santé féminine. Et ensuite, on travaille les postures d'encadrants avec du théâtre forum. Voilà, donc on travaille des scénettes justement pour éviter les stigmatisations, etc. On travaille ensemble et voilà, c'est assez apprécié. Et qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Parce que j'imagine qu'il y a eu il y a probablement eu des gens qui ont eu des choses à redire à tout ça. Et puis on avait vu aussi les difficultés juridiques. Comment vous avez surmonté tout ça? Comment vous avez déployé du coup votre projet pour qu'il soit accepté par tout le monde, s'il l'est d'ailleurs? Alors, la difficulté juridique, on ne l'a pas surmontée puisqu'on est en attente d'un jugement du tribunal administratif. Après, au démarrage du dispositif, on a commencé par une grosse campagne de communication auprès des agents, ce qui a facilité ensuite le déploiement des autres actions. Il faut savoir que chez nous, le dispositif a un périmètre large. Il concerne les règles, mais aussi la ménopause. Donc, on s'est confronté au tabou des règles, mais encore plus au tabou de la ménopause. Mais notre effectif a une moyenne d'âge de 46 ans pour les femmes. Donc, c'était vraiment à prendre en compte aussi. Il concerne aussi notre dispositif tous les agents, toutes les agentes, quel que soit leur genre, du moment qu'il y a un appareil génital féminin. Et on n'a exclu aucun secteur d'activité. Donc c'est vraiment tous les agents qui sont concernés. Et on ne prend pas en compte, alors on n'a pas une liste de pathologies, mais ce qui nous intéresse, ce sont les symptômes. Puisque notamment en endométriose, on met 7 ans à peu près à diagnostiquer. Donc entre-temps, ce serait dommage que l'agent ne puisse pas bénéficier du dispositif. Et ensuite, je voulais souligner aussi le fait qu'on a déconnecté d'un rythme mensuel pour les autorisations d'absence, parce que ça a été aussi dit tout à l'heure, hein, les douleurs, elles ne sont pas régulières et justement, les personnes qui ont des pathologies vont être confrontées à des douleurs plusieurs fois par mois, ou alors il y a des périodes où ça va mieux et puis d'autres, on va devoir s'absenter plusieurs fois dans le mois.
Et on intègre aussi les autorisations spéciales d'absence, intègre aussi le parcours de diagnostic et de thérapie après diagnostic. Et donc, 1 an à peu près, c'est ça? Ça a été lancé il y a 1 an? Alors, 8 mois. 8 mois. Ah non, même pas. Est-ce que ça fait que 8 mois? Quasiment pas, pas encore un bébé. Qu'est-ce que... Il ressemble à quoi ce bébé? C'est quoi du coup 8 mois après, qu'est-ce que vous en tirez là tout de suite déjà comme première conclusion? Alors là, on peut déjà évaluer quantitativement. On voit que les autorisations spéciales absence, là aujourd'hui, il y en a 97 certificats qui ont été délivrés par la médecine sur 3500 femmes. Donc on voit qu'il n'y a pas cet abus qu'on pouvait entendre. Vous n'avez pas peur que les agents abusent, etc. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment... les femmes respectent les règles. Ce qu'on prévoyait, c'est vraiment que ça remplace les arrêts maladie qui étaient pris auparavant. Et puis ensuite, il y a quelques demandes d'aménagement de travail. Ça se met en place tout doucement. Ce qui est agréable de constater, c'est de voir qu'effectivement, on peut en parler de manière plus libre de ces sujets. Ça, on le constate de manière informelle quand on se promène dans les couloirs, et qu'on entend des petites discussions sur les symptômes de la ménopause ou des règles douloureuses. Et ça fait plaisir de voir en tout cas que les tabous se brisent peu à peu, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain et on continue. Travail. Alors du coup, question pour l'ensemble de la table ronde, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Qu'est-ce qui nous manque? Quels pourraient être les leviers qui nous permettraient de faire en sorte que les mentalités sur la santé menstruelle changent non seulement dans toutes les collectivités, mais plus généralement dans la société? Question ouverte, qui veut prendre? Non, en fait, c'est le sens de la remarque que je voulais faire, et c'est une partie de la réponse que je pense que si on l'avait heureusement, les choses avancent, mais les choses prennent le temps. Mais je pense que le témoignage, ce témoignage et probablement ceux d'autres collectivités qui sont engagées, ils sont précieux, parce que je pense qu'ils permettent de remettre entre guillemets un peu l'église au milieu du village, si vous me permettez cette expression. Parce qu'en fait, là, on parle de la réalité. Et tout à l'heure, je crois que c'est une de nos intervenantes aussi qui disait ça. En fait, écoutons aussi les besoins de ces femmes et de ces personnes, plutôt que d'imaginer des choses à la fois sur leurs besoins et à la fois sur leurs potentielles réactions. Je fais une petite anecdote. Quand on a eu ce débat sur le congé menstruel, mais en fait arrêt menstruel, etc., il y a 2 ans, avec une personne qui représentait le MEDEF, la question qu'elle m'a posée, c'était de se dire, mais comment on gère un pays quand 1/4 de la population est en arrêt tout le temps? Enfin, c'était sa vraie question, et je pense que c'est vraiment des choses ancrées dans les mentalités. Et évidemment que c'est pas l'enjeu. Et là, je regardais mes petites notes, parce que pour faire un calcul rapide avec les éléments que tu as donnés, en gros, on est à entre 2 et 3% des agentes qui prennent ce congé. C'est très stable. Il n'y a pas beaucoup d'expérimentation, certes, hein. Mais je veux dire, c'est la même chose. C'est la même chose à la métropole de Lyon. À plus petite échelle, je sais qu'à Bagnolet, c'est le cas aussi, et c'est la même chose. Donc voilà. Donc en fait, la réalité, c'est que ce congé ou cet arrêt, il est dédié à des personnes qui sont si malades qu'elles ne peuvent pas travailler. Et ça, je pense qu'en fait, il faut que tout le monde soit au courant. Donc il n'y a pas de débat sur le fait que ces personnes travaillent ou pas. Et je pense qu'effectivement, le fait de les forcer ou d'aménager tout pour qu'elles travaillent, ça n'a juste aucun sens et on le ferait avec personne. Après, je pense qu'un deuxième point qui était très important et qui a bien été montré aussi là, c'est tout l'enjeu d'apporter ces éléments et de faire accepter en fait ces nouvelles manières de travailler ou de considérer la santé des femmes au travail. Et pour ça, la formation, l'information, la sensibilisation, en tout cas, quelle que soit la terminologie, est vraiment la clé. Par ailleurs, je tiens aussi à dire que dans les différentes propositions de loi qui ont été présentées, il n'y a jamais eu de proposition de loi qui n'incluait pas ça, ou qui ne prenait pas une acception globale de ces enjeux. Après, c'est sûr qu'une partie des médias ou de l'opinion publique a relevé cet enjeu autour du congé menstruel pour, selon moi en tout cas, détourner l'attention et porter un peu des débats parfois un peu caricaturaux sur ce sujet et ne pas adresser... Après, c'est le lieu même des sujets qui sont nouveaux, qui émergent, et il faut que les choses se fassent. Mais en tout cas, je pense que c'est évidemment important, c'est même essentiel. Toutes les propositions de loi étaient assorties d'une obligation de formation des employeurs, parce que évidemment que l'enjeu, il est là. Parce que là, on parle des 2% qui s'arrêtent, mais en fait, les 50, 60, 80% des agentes ou des salariés qui ont leurs règles, elles ont besoin d'être entendues aussi, et que l'employeur puisse adapter
au mieux, j'ai envie de dire, dans la limite du possible, en tout cas que ce soit pris en compte dans les négociations collectives auprès de la médecine du travail, etc. Et enfin, un autre exemple, et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé là, donc je voulais juste ah oui, non, et pour un autre chiffre qu'on n'a pas donné, mais qui est quand même intéressant, c'est que nous, on fait des baromètres annuels sur la perception des règles. Donc, en gros, c'est très stable, et dans la durée, malheureusement, et dans la géographie. 50% des Français et des Françaises trouvent que les règles, c'est tabou. On sort demain un baromètre européen. C'est la même chose partout en Europe. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais par contre, 70% des Français et des Françaises pensent que c'est spécifiquement tabou dans l'entreprise. Donc en fait, c'est aussi un lieu particulier, l'entreprise, sur ces sujets-là, parce que les règles, ça fait vraiment écho à l'intime, à la sphère domestique, à la femme, en plus au corps, etc. Donc ça c'est vraiment pas quelque chose de naturel pour l'entreprise. Donc la formation est vraiment essentielle pour ces sujets-là. Et enfin, peut-être un exemple, mais aussi quelque chose que je veux citer, parce que c'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup. On a parlé notamment des différentes pathologies, et c'est vraiment le cœur du sujet là. Mais en gros, il y a aussi une notion qu'on n'a pas forcément en tête, c'est qu'un tiers des personnes qui ont leurs règles ont des règles dites abondantes. C'est pas forcément pathologique, ça peut l'être. C'est pas forcément douloureux, ça peut l'être. Mais en tout cas, c'est probablement incapacitant, notamment dans le cadre d'un travail quel qu'il soit, et notamment tout ce qu'on appelle les travails postés, ou en tout cas les travails non télétravaillables. Et donc c'est juste pour montrer que parfois c'est pas forcément un sujet de douleur, ou voilà, mais en fait il y a des personnes pour lesquelles la gestion des règles est un vrai casse-tête chaque mois, et qui probablement ne vont pas travailler, ou vont travailler dans des mauvaises conditions. On sait que c'est aussi le cas à l'école, par exemple, alors que finalement, peut-être que juste un aménagement des temps de pause autorisés, ou voilà, permettrait du coup à ces personnes de travailler dans des bonnes conditions. Donc c'est vraiment un petit exemple, mais c'est pour dire que c'est vraiment la réalité. Et peut-être pour finir, c'est vraiment l'enjeu, c'est de se dire en fait, ce qu'il faut faire, à mon avis, dans une organisation, dans une entreprise, dans une collectivité, c'est juste en fait d'ouvrir le dialogue et de demander aux personnes avec lesquelles on travaille quels sont leurs besoins. On ne peut pas répondre à tout, évidemment. Après, c'est comme chaque employeur fait des arbitrages, mais au moins de poser ces mots et de donner l'opportunité à ces personnes de dire bah, voilà moi ce dont j'aurais besoin pour pouvoir mieux travailler ou pour pouvoir moins souffrir. C'est probablement la première des clés, et ça, a priori, ça coûte 0 €. Enfin, après, il faut mettre des choses en place, mais voilà. Je voulais aussi intervenir parce qu'en effet, cette écoute, je pense que c'est essentiel d'écouter les femmes et pas de penser à leur place. Et pour nous aussi, en tant que MNT, d'écouter les collectivités. Et donc d'essayer des choses. Il y a des choses qui ratent, c'est pas grave en fait. Il faut tester les dispositifs, être à l'écoute. Et il y a quelque chose qu'on a fait, parce que tu le disais, Maud, sur l'aspect récurrent, qui n'est pas lié à la douleur, mais nous, on a travaillé avec Réjeanne pour distribuer des culottes menstruelles. Et c'est également essentiel parce que en fait, c'est un geste aussi qui est écologique, c'est des culottes bio, etc. Mais parce que là, on n'en a pas parlé, mais les protections périodiques ne sont pas toutes clean d'un point de vue composition. Et donc, voilà, c'est un euphémisme. Et donc, on voit aussi que c'est un sujet qui est important. C'est au-delà de la douleur, c'est comment on prend soin, en fait, vraiment de cette santé menstruelle au quotidien. Et en fait, aussi, un des éléments, c'est de rappeler, c'est vraiment le quotidien de 100% des femmes. Et donc là, avec ce dispositif, on a pu distribuer 25 000 culottes en 2024, et on refait la même campagne cette année. Et on voit quand même que c'est un succès, et qu'on répond vraiment à une demande, à un besoin, et que là-dessus aussi, il faut faire évoluer les pratiques, parce que voilà, faut respecter notre corps. Et nous, on n'est pas seuls à la MNT, parce qu'on travaille avec le groupe Vive pour trouver aussi des outils de sensibilisation. Des outils qui sont des guides à destination des adolescentes pour qu'elles connaissent leur corps, leur clitoris, leur vulve, comment fonctionne leur appareil reproducteur, comment fonctionnent les règles, savoir qu'il n'y a pas forcément de règles normales ou pas, mais en fait, donc vraiment que ça ne soit pas tabou et qu'on puisse en parler. Il y a des quiz aussi sur les menstruations, le cancer du sein, tous ces sujets qui sont assez larges pour avoir des outils. Des outils pour nos adhérentes, des outils pour les collectivités. Et notre objectif, c'est même d'aller plus loin. Donc là, je sais qu'on est centré sur la santé menstruelle, mais c'est vraiment de construire des parcours sur la santé des femmes. Parce que ça a été dit aussi dans la première partie, les signes de beaucoup de maladies ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes. Pour les maladies cardiovasculaires, mais il y en a plein d'autres. Et donc vraiment d'avoir des parcours santé qui soient adaptés. Donc je pense que c'est ça, c'est l'écoute, comprendre les besoins. Et voilà, c'est petit à petit, il n'y aura pas de grand soir, mais que chacun essaie de faire sa part. Eh ben, merci beaucoup. Deux ou trois questions pour Lara Ferry sur ce que vous avez mis en place
à l'Eurométropole de Strasbourg. Vous avez parlé de 97 certificats délivrés. Est-ce que vous savez si ça bénéficie à toutes les agentes? C'est-à-dire, par exemple, quelle est la proportion d'agents de catégorie C? Vous parlez de questions que ça ne bénéficie pas qu'aux cadres, c'est-à-dire les agentes à certains postes comme l'accueil ou l'accompagnement des jeunes enfants ont-elles accès à ces autorisations spéciales d'absence? Et comment les services s'organisent en l'absence des agentes? Et également la manière dont ces aménagements sont pris par les managers, afin aussi de respecter, c'est-à-dire prévenir des discriminations éventuelles dans l'évolution du travail et de la carrière, même des agents, et respecter leur confidentialité aussi. Oui, alors j'ai pas bien compris votre présentation. Oui, Julie Christophe, je travaille pour la Gazette des communes. Ah, d'accord. Oui, alors effectivement, notre dispositif est ouvert à toutes les agentes. Il n'y a pas de secteur d'activité exclu. Alors pour l'instant, on a essentiellement des agentes qui ne peuvent pas bénéficier de télétravail, qui s'emparent des autorisations spéciales d'absence. La suite de la question, c'était... Oui, c'est ça. Alors, ça représente quand même peu d'effectifs sur les équipes au total. C'est pas, finalement, ça ne change pas des absences pour maladie qu'il y avait auparavant, puisque les personnes qui se saisissent des autorisations spéciales d'absence se mettaient avant logiquement en arrêt maladie. Donc il n'y a pas forcément d'impact majeur sur le fonctionnement des services. Et pour ce qui est de l'accueil des encadrants et encadrantes, on l'a bien travaillé en fait dans le cadre de notre campagne de formation massive à destination justement de ces managers. Donc il n'y a pas de souci qui nous est remonté aujourd'hui par rapport à l'organisation des services. Il n'y a pas de rupture de service public. Ça représente peu d'absences finalement. Voilà, on est sur 2,8% au total d'agentes concernées, pour un total là aujourd'hui de 220 jours. Donc en 8 mois, les autorisations spéciales d'absence, là, c'est 220 jours d'absence supplémentaires par rapport à l'habitude. Voilà, et on n'a pas, après, j'ai pas les données concernant les arrêts maladie d'avant, parce qu'on ne connaît pas les motifs des arrêts maladie, mais peut-être que c'est juste en lieu et place de... Oui, une autre question. Merci. Vous m'entendez? Oui. Alors, une remarque et une question. Alors, je suis Soraya Fontaine-Kessard, donc je représente le syndicat national des directions générales des collectivités territoriales et je suis par ailleurs directrice générale des services à Gennevilliers. Alors, une réflexion, donc je vous remercie pour les deux tables rondes. Je me suis dit que j'étais assez rassurée finalement par la position globale, puisque nous, ce qu'on constate quand on échange de la question de la santé menstruelle, c'est que l'action qui revient immédiatement, c'est le congé ou l'arrêt. Et donc, en vous écoutant, je me dis que là, il y a vraiment un travail d'accompagnement auprès de l'ensemble des collectivités pour sensibiliser sur le fait que le sujet est plus global, c'est la question de la santé des femmes, qui ne s'arrête pas à la question de l'arrêt, qui peut faire partie du panel d'action, et que l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner les femmes à être en bonne santé au travail. Donc nous, au niveau du syndicat, on est vraiment vigilants à ne pas aller vers des propositions qui seraient contre-productives. Donc je ne reviens pas sur tout ce que vous avez évoqué, sur les limites de l'arrêt menstruel en termes d'accessibilité, d'équité. Mais voilà, force est de constater qu'aujourd'hui, dans notre environnement,
c'est quand même cette proposition qui revient fortement. Alors, j'avais aussi une question pour Lara Ferry. Dans la démarche que vous avez déployée, comment est-ce que les élus ont été impliqués? Qu'est-ce que vous avez mis en place peut-être pour les sensibiliser? Pourquoi pas les rendre acteurs aussi de votre dispositif? Alors, chez nous, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, ça vient des élus. C'est une demande forte des élus qui avait déjà été exprimée en 2023, qui a été réaffirmée tout début 2024. Et donc, on n'a pas eu, en tout cas en interne, à les convaincre. C'est vraiment eux qui ont porté ce dispositif qu'ils voulaient ambitieux et novateur. Donc, on a mis en place. Merci. Bonsoir à toutes, tous, pardon. Florence Hubin, Le Parisien. Une question pour, Colline Jean. J'ai peut-être pas tout à fait bien noté. Vous disiez qu'il y avait un accompagnement sur 6 mois des femmes en arrêt de travail. C'était pour tous les arrêts. Est-ce que vous pourriez préciser cet accompagnement et qui fait cet accompagnement? Alors nous, on a des médecins conseils au sein de la MNT qui sont salariés de la MNT. Et quand il y a un arrêt de travail, il y a un questionnaire qui est rempli par les personnes en arrêt de travail où on les questionne sur leurs symptômes et leurs pathologies. Et quand on identifie qu'il y a l'endométriose, alors on les oriente vers LIV, donc la solution qui est proposée par LIV. Donc, et là, elles ont un accompagnement 6 mois, qui est un accompagnement qui est gratuit, parce qu'on estime que ça peut améliorer leur confort, être un facteur de reprise d'activité et voilà, ça leur permet de retrouver des solutions. Donc c'est quand c'est vraiment identifié, donc c'est uniquement pour les femmes en arrêt pour lesquelles on a identifié cette problématique. Soit. Non. Du coup, au niveau MNT, vous qui avez une plus grande base de données sur les motifs d'arrêt, etc., est-ce que vous pouvez en dire plus sur les différents dispositifs et accompagnements? Est-ce que ça a permis de baisser les arrêts liés aux douleurs? Alors, on n'a pas du tout le droit d'utiliser les données à caractère personnel. C'est pour ça que je précise que c'est des médecins conseils. En fait, on n'a, nous, aucune information, pour, malheureusement, qu'on peut utiliser, parce que c'est des données vraiment personnelles. Donc là, on vient de démarrer, donc on pourra dire le nombre de personnes concernées. Comme l'a fait la MGEN, ils ont fait un questionnaire et donc ils ont pu constater qu'il y avait 99% des utilisatrices qui étaient satisfaites de LIV et 70% qui avaient eu un signe positif sur leur endométriose. Donc on peut faire des questionnaires, mais par contre, voilà, tout est indirect et ça doit être vraiment sur la volonté des adhérentes. Et ça, on est vraiment très vigilants parce que c'est des propositions qu'on réalise, mais on ne veut pas empiéter sur ces dispositions légales, bien entendu. Et je complète pour les MNT. C'est vrai que le secret médical est bien gardé, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais nous, on peut accompagner les collectivités et notamment les RH dans les politiques de prévention. Rentrer dans les écritures justement pour faire des actions en amont, faire des actions de prévention, non seulement pour la santé des femmes, mais aussi pour des gestes répétitifs pour certains secteurs. Je pense notamment aux cantines scolaires. On peut accompagner la collectivité en elle-même. Donc, au-delà de l'accompagnement des femmes qui seraient dans certaines pathologies, on accompagne aussi les politiques publiques. Et juste pour compléter, parce que là, tu parles d'un dispositif qui n'a rien à voir avec la santé des femmes, mais c'est vrai nous, on est très sur les aspects concrets. Et donc, il y a un dispositif qu'on mène avec Kiné-France Prévention qui s'appelle PAMAL et qui est vraiment un dispositif où on observe les fonctionnaires publics territoriales en situation de travail. Notamment, ça concerne les ATCM, le personnel de restauration, c'est les exemples que je disais. Et là, pour le coup, on a certaines collectivités pour lesquelles on a mesuré l'intérêt. Et c'était pour 1 euro investi, il y avait 3 euros qui étaient gagnés.
donc, qui était lié à la diminution des arrêts. Donc voilà, c'est très concret. Donc c'est pas le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Dès qu'on peut, on le mesure, les effets extrêmement positifs, mais en se détachant de l'aspect purement médical, en regardant le nombre de jours d'arrêt, etc. Oui, peut-être un petit point là-dessus. Ce qui est soulevé, c'est vraiment la qualification de l'impact médico-économique de ces solutions-là, qui est un sujet non neutre au sens où scientifiquement, c'est un vrai casse-tête, parce qu'il faut avoir accès à ces données. Donc, pouvoir mettre en face des arrêts de travail et des données de santé dans une même base, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille ardemment. Et là-dessus, là où je suis très, très prudente, souvent, quand on commence les déploiements, alors c'est pas arrivé du tout avec vous, mais on peut avoir un côté... on n'est pas une baguette magique, c'est-à-dire que nous, typiquement, on développe un dispositif à visée thérapeutique parmi une myriade de solutions existantes. Et parfois, on peut avoir cette attente de on déploie, et puis 4-5 mois après, il faudrait avoir un taux d'absentéisme dans une organisation, par exemple, qui aurait un absentéisme galopant. On voudrait un peu croire à la recette miracle, qui n'est pas le cas. Souvent, l'absentéisme, il est plurifactoriel. On ne sait pas si elles sont arrêtées pour endométriose ou d'autres motifs, dans la plupart des cas. Et donc, très souvent, on dit « OK ». Il ne faut pas mettre trop de pression non plus sur ces dispositifs. Ce qu'on sait scientifiquement, c'est que la dégradation de la qualité de vie va avec, d'une femme sous l'effet de ses problèmes de santé, va avec la dégradation de sa qualité de vie au travail et de sa productivité et l'augmentation de son absentéisme. Donc on peut se dire, à l'hypothèse inverse, que si on améliore sa qualité de vie en passant par la sphère individuelle, elle sera moins absente. N'empêche que les organisations ont aussi à se saisir du sujet, parce que l'absentéisme n'est pas qu'un sujet de santé individuelle, évidemment. Tout le monde répond. Non, c'était juste pour rajouter, peut-être d'un point de vue macro et au-delà des expérimentations dans chacune des structures, ce qui est intéressant quand même de savoir, on n'y pense pas forcément, mais aujourd'hui, c'est pas possible en fait d'arrêter quelqu'un ou une personne pour des douleurs menstruelles ou pour l'endométriose. En fait, le médecin n'a pas cet accès. Enfin, donc ça, tous les arrêts de travail, s'ils existent déjà aujourd'hui, ils sont dans autres douleurs. Donc de toute façon, il y a un manque. Enfin, ça en revient à ça. Il y a un manque de données. Donc c'est vrai que c'est compliqué de demander, de rendre compte, alors que les données elles-mêmes n'existent pas. En tout cas, c'était aussi un des enjeux de l'arrêt menstruel dans le sens législatif national, c'était de créer une réalité à ça, et donc déjà un comptage de ces arrêts-là pour ces douleurs-là, et d'enclencher du coup aussi, on l'espère, toutes ces connaissances supplémentaires et ces données là-dessus. Donc de toute façon, aujourd'hui, c'est même théoriquement impossible de tracer, même au sein de l'assurance maladie, les personnes qui seraient déjà arrêtées pour ces pathologies et qui ne sont pas en ALD, parce que sinon, dans ce cas-là, on peut le suivre potentiellement. Voilà. Donc en fait, ça montre déjà à quel point ce sujet est un traité inconnu, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si on les laisse parler. C'est quoi, du coup, les questions? Oui, je suis là. Je ne savais pas si je devais la formuler à l'oral, si vous m'entendiez. Oui, oui. Donc, je m'adressais en fait à la représentante de Strasbourg. Alors, je suis responsable prévention à la MNT. Il y a un certain nombre de collectivités qui ont tenté de mettre en place, comme vous, des autorisations spéciales d'absence. Et je crois savoir qu'un certain nombre ont eu des difficultés au contrôle de légalité. Et peut-être qu'il y a une formulation ou une manière particulière de présenter l'ASA pour que ça passe. Est-ce que vous avez eu de votre côté des difficultés? Alors, il y a des collectivités qui ont fait le choix de ne pas délibérer et donc qui n'ont pas eu de souci de contrôle de légalité. Voilà, nous, les élus, souhaitaient justement afficher cette ambition et donc on choisit de délibérer au risque, effectivement, comme d'autres, de se voir déférer au tribunal administratif. On n'a pas trouvé la solution puisqu'on attend le jugement du tribunal. Cela dit, c'est uniquement la partie du dispositif des autorisations spéciales d'absence qui est remise en question puisqu'elle n'est pas légale.
tout le reste du dispositif et qui concerne la majeure partie des agentes. Hein, parce que, je rappelle, les ASA chez nous, c'est 2,8% pour l'instant d'effectifs. Donc tout le reste du dispositif, toutes les possibilités d'aménagement, de travail, la communication, la sensibilisation, la prévention, j'en ai pas parlé, mais on va proposer des préconsultations gratuites à nos agentes sur le lieu de travail pour faciliter les diagnostics. Tout le reste, en tout cas, du dispositif et la majeure partie reste applicable. Merci. Et ben voilà. Trop bien. Voilà. Un mot de la fin? Merci. Vraiment, c'était extrêmement riche et diversifié. Je retiens plusieurs choses. L'ouverture de débat nécessaire, donc y compris un débat contradictoire, hein, puisque j'ai entendu des positionnements différents. C'est ça qui est aussi enrichissant. On doit sensibiliser les publics et les pouvoirs publics pour faire évoluer les lois. Je retiens également la question du MEDEF qui vous a été posée concernant la parallélisation du pays, concernant un éventuel arrêt des femmes. Pour vous donner un exemple, l'Espagne a mis en place il y a 2 ans déjà un congé menstruel et aujourd'hui, 2 ans après, il y a 1% des femmes qui l'ont utilisé. Donc, le pays ne risque pas d'être bloqué pour ça. Voilà. Je retiens aussi la nomenclature, donc la différence entre congé et arrêt. Il est vrai qu'il serait plus judicieux de parler d'arrêt plutôt que de congé. Simplement, il faut qu'on fasse attention sur la carence, puisque un arrêt est lié aussi à une carence de salaire. Et quand je pense notamment aux femmes qui sont catégorisées dans les collectivités, donc j'ai parlé tout à l'heure des ATSEM et des auxiliaires périculture, etc., qui sont les plus bas salaires, il ne faut pas qu'on rajoute de la précarité à leur pathologie. Donc voilà, l'arrêt, d'accord, c'est peut-être plus facilement acceptable par les politiques ou par les gens masculines, mais sans la carence. Voilà, je mets vraiment un accent sur ça, puisqu'il ne faut pas rajouter une précarité. Et puis, la dernière chose, il faut gérer la douleur et pas gérer l'absence. On se concentre aujourd'hui sur le débat qui est dérivé, hein, c'est sur le congé menstruel ou sur le congé gynécologique, alors que le vrai débat et la vraie notion, c'est la gestion de la douleur et comment on aide les femmes qui ont ces douleurs à continuer dans leur vie quotidienne et dans leur travail. Merci beaucoup.